Oui, alors, bonjour. Premièrement, je voudrais dire bravo à votre présentation et tout. Une chose que j'ai beaucoup aimé, moi, c'était la partie un peu comme originale l'a souligné aussi, c'est la partie justement quand on arrive dans une recherche, on a un peu des idées, non? On a une vision. Comme un peu écrire un scénario, j'avais étudié le cinéma dans une autre vie. Et écrire le scénario, bon, le scénario est complet, donc c'est même pas l'idée, c'est le scénario. On doit le filmer, on doit le produire, donc on doit pas se produire et finalement le présenter. Et on nous disait toujours que c'était complètement différent entre l'idée originale, le papier, puis ce qu'on voyait au cinéma, ça venait de changer. C'était plus la même histoire, c'était plus les mêmes personnes. Fait que tout changeait. Et la recherche est un peu comme ça, non? Et je pense que c'est quelque chose sur quoi il faudrait peut-être travailler beaucoup dans la formation, parce que des fois, on n'est pas trop préparé à ça, et je trouve que c'est complètement déstabilisant, parce que finalement, on avance un peu dans une sorte de vide. Une fois qu'on a accepté que ça change, finalement, que l'idée initiale confrontée à un milieu, à un contexte, ça marche juste pas. Et qu'on accepte, dans le fond, de se mêler de ce contexte-là, puis d'apprendre de lui, je pense que c'est là qu'on peut faire un peu la paix avec notre écrit, puis dire c'est pas grave si c'est pas l'idée initiale, au contraire, c'est encore plus riche parce que c'est vrai, ça, finalement. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais présenter un peu la recherche qui est en cours. Elle n'est pas encore terminée, donc la partie des résultats, je suis en pleine rédaction, alors c'est encore ça peut changer. Donc, vos commentaires sont les bienvenus pour m'aider, dans le fond, à terminer ce douloureux accouchement. Alors, le titre de la présentation, dans le fond, c'est la mise en œuvre d'une communauté d'apprentissage en éducation relative à l'environnement en milieu d'éducation communautaire mexicain. Et je préciserai pourquoi en milieu d'éducation communautaire un peu plus tard dans la recherche, dans la présentation. Donc, si je fais un plan, alors je vais faire une introduction rapide. Je vais parler un peu des éléments principaux de la problématique de mon projet. On va aborder les principaux éléments théoriques, mais encore là, vraiment rapidement. On va regarder un peu la méthodologie. Donc, dans ce cas-ci, c'est une recherche-action. Donc, la méthodologie, je pense que c'est quelque chose de spécifique. On va regarder aussi un peu comment je peux dire, on va regarder un peu la position du chercheur dans cette recherche-là, vu que c'est une recherche-action. Finalement, on va explorer rapidement les résultats. Et puis, si tout va bien, d'ici 4-5 heures de l'après-midi, on va passer à la partie des questions. Donc, rapidement, l'objet de la recherche, c'est la communauté d'apprentissage. En fait, c'est le processus de mise en œuvre d'une communauté d'apprentissage, mais vraiment dans l'action. D'une communauté d'apprentissage, donc en éducation relative à l'environnement, c'est vraiment l'objet. Nous, je vais parler en jeu, on va dire nous, on n'est pas dans un texte. Ce que moi j'ai étudié, en fait, c'est l'intégration de cette stratégie dans le contexte particulier du Mexique, plus particulièrement d'une délégation de la ville de Mexico qui s'appelle Tláhuac. C'est une petite délégation qui est périurbaine, dans le fond. Et cette délégation-là, depuis les années 50, elle est passée de quelque chose, d'un endroit extrêmement rural, à maintenant à être un endroit semi-urbain. C'est encore un petit peu plus rural que urbain. Mais bref, c'est un endroit qui change rapidement. Et tout comme la ville de Mexico, qui se construit dans le fond de plusieurs délégations, on pourrait dire que c'est un peu comme des quartiers, mais des mini-quartiers, comme si, dans le fond, le plateau Mont-Royal était un mini-quartier. Il avait comme explosé, et il avait rejoint tous les quartiers autour, ça avait fait la ville de Montréal. Mais Mexico, c'est comme ça, mais à une échelle infiniment plus grande, on s'entend. Et donc, ça traite de la mise en œuvre d'une communauté d'apprentissage, spécifiquement dans un centre culturel qui relève du secrétariat de la culture de la ville de Mexico. Et ce centre culturel s'appelle la Fábrica de Artes y Oficios, qu'on peut traduire par la Fabrique des arts et de métiers de Tláhuac. Il y en a plusieurs fabriques. Nous, c'est spécifiquement dans celle de Tláhuac. Donc, voilà pour l'introduction. Donc, le chapitre 1, dans le fond, je présente des éléments, dans le fond, problématiques de différents aspects, donc socio-économiques, politiques, éducatifs et pédagogiques. Et je relie ces aspects-là, dans le fond, un peu avec ce que je veux faire, dans le fond, la création d'une communauté d'apprentissage dans cet endroit-là, pour répondre à des besoins environnementaux, éducatifs et pédagogiques des gens de cette communauté-là. Donc, les principaux éléments de la problématique, donc c'est une caractérisation un peu du Mexique, de l'éducation au Mexique, formelle et non formelle, ainsi que des principaux problèmes socio-écologiques de la localité, dans le fond, qui m'intéressent. Je présente aussi l'état de l'éducation relative à l'environnement au Mexique, toujours particulièrement dans cette place-là. Et je présente à la fin l'objet de recherche, l'état de la question et les objectifs de la recherche. Donc ça, c'est un peu le chapitre en fait, c'est ma problématique, c'est le chapitre numéro 1 du mémoire. Je commence d'une part par dire que l'éducation contemporaine, pour répondre à la crise socio-écologique, présente des limites, non? Des limites fondamentales.
et des limites épistémologiques. Non? On est dans un paradigme, je pense que dans le centre de recherche, on le sait, on est dans un paradigme, dans le fond, techno-scientifique, si je me souviens bien du terme, où finalement l'individualisme et la croyance au progrès, non, en la science, en la valeur marchande de l'être humain est dominante. Or, les problèmes environnementaux sont complexes et demandent un peu de changer de paradigme pour pouvoir réussir à résoudre cette crise socio-écologique-là. Donc, l'éducation a des limites auxquelles l'éducation relative à l'environnement, idéalement, pourrait répondre. Donc, on assiste à son émergence dans les années 70, la Charte de Belgrade, grâce au programme des Nations Unies pour l'environnement. Et ce qu'on nous dit dans cette ère, on peut se le dire, institutionnelle, c'est qu'on y vise le développement d'une éthique qui est davantage écocentrique et qui est axée vers la résolution de problèmes. Je me suis inspiré un peu de ça, moi, dans la communauté d'apprentissage, vu que moi, ce que je visais, c'était la résolution d'un problème environnemental spécifique. Ensuite, je continue un petit peu plus loin dans ma problématique. Je regarde un peu ce qui se passe dans Tláhuac. Donc, Tláhuac, comme je vous l'ai dit rapidement, c'est une communauté semi-urbaine. Il y a plusieurs déplacements de population qui se dirigent vers cet endroit-là, qui contribuent finalement à la montée de sa démographie. Il y a une dégradation de conditions de vie à cause de ça, une polarisation spatiale, bon, il y a des bidonvilles, et une augmentation des problématiques psychosociales. Donc, Tláhuac, c'est un endroit, par exemple, il y a beaucoup d'insécurité. C'est aussi un endroit important sur le plan, je veux dire, environnemental, parce que je sais pas très bien en sciences de l'environnement, mais c'est un endroit, dans le fond, qui reçoit l'eau, et ça passe par les nappes phréatiques. Et donc, c'est extrêmement important pour alimenter en eau le reste de la ville de Mexico. Or, dans cette région-là, il y a des habitations informelles qui se forment et tout. Et beaucoup de personnes vendent ces terres-là ou les donnent autant par exemple, à des politiciens chanceux, ou bien tout simplement, c'est des habitations informelles qui viennent se poser dans cet endroit-là et finalement détruire une place qui est importante, dans le fond, pour le reste de la ville. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire, un peu les principaux problèmes socio-écologiques de la délégation. Alors, bon, ça, c'est le Mexique, pour ceux qui connaissent. Mexico est à peu près à la moitié. Et si on prend la ville de Mexico, Tláhuac se situe, vous voyez, au coin là-bas. Et il fait partie, avec toutes ces délégations, Iztapalapa, Tláhuac, Milpa-Alta et Tlalpan, ça fait partie des délégations un peu les plus pauvres, finalement, de la ville de Mexico, pardon. Et donc, c'est pour ça, dans le fond, qu'on s'était intéressé à cette problématique socio-écologique. Donc, on a regardé un peu c'était quoi l'état de l'éducation relative à l'environnement au Mexique. On a vu que dans l'éducation... La population à Tláhuac, elle est composée des personnes à Tláhuac. En fait, il y a 7 peuples originaires qui composaient, dans le fond, cette population-là, auxquelles se sont mélangés maintenant. Je ne sais pas comment vraiment je pourrais les décrire, le mexicain maintenant, finalement. Mais à l'origine, c'est 7 peuples. Et donc, Tláhuac se divise en 7 petites régions. Et chaque région a comme un peu ses traditions, ses rituels, je peux dire. Par exemple, il y a une région qui s'appelle Mixquic. Et c'est là que les gens vont pour célébrer comment ça s'appelle, la fête des morts qui a lieu au mois de novembre. Alors, les gens vont dans les cimetières là-bas et c'est réputé pour cette fête-là. Donc, c'est ça, c'est 7 peuples originaires. Pendant qu'on est là, justement, dans la fabrique des arts et des métiers de Tláhuac, il y a un espace qui est dédié à du jardinage un peu... c'est pour apprendre à jardiner, dans le fond, pour être capable de se nourrir soi-même. Et il y a 7... comment on dit ça en science? 7 trails, dans le fond, pour planter. 7 chemins qui représentent chacun les cultures de cette région-là. Donc, c'est un héritage quand même qui est présent dans cet endroit-là. Alors, donc, si on revient à l'état de l'éducation relative à l'environnement au Mexique, dans le système d'éducation mexicain, l'éducation relative à l'environnement, en fond, c'est un thème de relance sociale. C'est-à-dire, dans le fond, que c'est dans un axe transversal. On le trouve un peu partout dans le curriculum. González Galdiano a dit, par exemple, que les contenus dans l'éducation formelle sont extrêmement surchargés. Et donc, le curriculum est très rigide. C'est très difficile d'entrer de nouvelles matières à l'intérieur. Les gens ne veulent pas. Et donc, ça fait en sorte que cette matière-là est un peu écartée. Marcos Casséchard dit que, dans le fond, l'éducation relative à l'environnement, c'est surtout les ONG, les centres culturels et communautaires, qui s'occupent de ça. Ça vient, dans le fond, d'un besoin de la population de conservation. Puis c'est eux, dans le fond, qui ont décidé de partir ces ONG-là.
la plupart, ce que ces ONG-là font, en fond, ce sont des activités de diffusion, des communications à la télévision, mais aussi certains programmes d'éducation relatifs à l'environnement qui vont, par exemple, essayer de vendre dans les écoles. Mais souvent, les écoles vont dire non, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, un des personnes dans cette recherche-là a vécu exactement ça. Non, ils ont produit des textes d'éducation relatifs à l'environnement, sont allés voir la personne de la délégation, la responsable. La responsable est comme non, laisse-les sur mon bureau, je vais le voir d'ici 10 ans. Et voilà pour l'ONG. Et bon, l'éducation relative à l'environnement se retrouve aussi à l'université, comme Bravo Mercado, c'est une professeure avec laquelle j'ai étudié pendant que j'étais là-bas, j'ai fait un échange. Et elle, dans le fond, elle viserait une incorporation de cette dimension environnementale-là dans les curriculums universitaires. Et ce qu'elle propose, c'est qu'on adopte une perspective qui soit constructiviste et fondée sur la pédagogie critique. Or, ce qui est vrai dans l'université au Mexique, c'est que c'est plutôt l'éducation relative à l'environnement va se trouver, par exemple, dans un cours de tronc commun sur l'éducation à la citoyenneté. Donc, bref, c'est un champ qui est relativement petit, mais qui est quand même en train de monter au Mexique depuis... on ne peut pas cacher que ça n'existe pas, c'est en train de monter depuis 2 bonnes décennies. Et donc, il y a des possibilités de créer des projets. Par exemple, dans l'éducation formelle, le système d'éducation prend en compte une ouverture de la communauté, non? Elle dit genre, nous on est ouvert à recevoir des projets et il faudrait que les salles de classe travaillent finalement avec les communautés pour résoudre des problèmes environnementaux très spécifiques. Un peu comme ce que dit la Charte de Belgrade et les premières choses que j'ai dit. Alors nous, c'est un peu là qu'on est allé. On s'est dit, là, OK, c'est cool. Il y a ce problème environnemental-là. Il y a une ouverture de la part des écoles. Nous, on va présenter un projet pilote. Alors, le projet pilote, c'est de former une communauté d'apprentissage entre une ONG, vu qu'on s'était dit, OK, c'est eux les principaux acteurs, et une école secondaire. Donc ça, c'était le public qu'on avait destiné. Ce qu'on voulait faire, c'était de faire une communauté d'apprentissage d'environ, idéalement, 7 personnes. Donc, on disait des professeurs qui touchent la question environnementale. Ça peut être, par exemple, un professeur d'écologie, un professeur de sciences, et des élèves. Comment les faire travailler ensemble? Dans le fond, ce qui est compliqué déjà de travailler avec des jeunes et des adultes ensemble, et de manière démocratique, trouver ensemble un problème environnemental qui soit à la portée de tous, et des moyens, dans le fond, nuls que nous avions, et de résoudre ce problème-là. Et bon, la communauté d'apprentissage se trouve, vous le voyez en bas ici, parce que c'est l'objet de la recherche finalement en éducation relative à l'environnement. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une forme d'apprentissage social qui va valoriser les savoirs et les talents de chacun. Et donc, on fait une communauté d'apprentissage, on se met en groupe, on discute, on va faire des actions sur des problématiques, sur un objet de connaissance qui est relié au contexte dans lequel on se trouve. Non? Donc, elle va favoriser l'identification collective de solutions qui sont contextuellement et culturellement appropriées. Et donc, c'est une stratégie pédagogique cadre, c'est-à-dire qu'elle véhicule plusieurs stratégies. On peut piger un peu là-dedans. Collaborative, pratique, expérientielle. Et donc, nous, ce qu'on a décidé dans cette recherche-là, je suis dans la problématique, allons-y directement dans le trou du sujet, c'est donc, en formant cette communauté d'apprentissage-là, trouver les conditions éducatives, pédagogiques et environnementales qui favorisent finalement sa mise en œuvre. D'où un peu l'objectif général de recherche, qui est d'identifier les conditions éducatives, pédagogiques et environnementales favorables au déploiement de la stratégie de communauté d'apprentissage en air dans le milieu communautaire mexicain de la délégation Tláhuac. Et les objectifs spécifiques, 1. Décrire la mise en œuvre de cette communauté d'apprentissage, et 2. Proposer des pistes pour la mise en œuvre de cette stratégie et identifier ses enjeux et perspectives éducatives, environnementales et pédagogiques. Donc, pour répondre à ces objectifs-là, quand je vous l'ai dit, l'idéal, ce que je voulais faire, c'était de faire converger finalement l'éducation formelle et non formelle. Sur le terrain, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, j'ai essayé de contacter des écoles qui étaient dans la délégation Tláhuac. Et là, bon, il y a le site du ministère, donc c'est facile d'identifier toutes les écoles. Donc, je les ai appelées. Chaque fois que je les appelais, on me disait, vous devez communiquer avec la personne responsable, dans le fond, de donner les autorisations pour faire des recherches. Malheureusement, dans le contexte éducatif actuel au Mexique, il y a des gros problèmes avec les enseignants, parce que, je voudrais dire renégocier, mais dans le fond, d'imposer de nouvelles conditions de l'emploi, dans le fond, d'enseignants. Ils sont en train d'imposer des nouvelles conditions. Alors, les enseignants, on l'a vu dans des cours que j'ai suivis là-bas, les enseignants sont très réticents, en fond, les écoles sont très réticentes à laisser entrer des chercheurs, même s'ils sont étudiants. Alors, on me disait, bon, vous devez communiquer avec la personne qui est responsable pour donner les autorisations. Et moi, je demandais, est-ce que je pourrais prendre rendez-vous? Est-ce que vous pouvez laisser mon nom? Non, il faut appeler vraiment. Alors, j'appelais. Il n'était jamais là, cette personne-là. Et quand il était là, il était comme moi, mais il faudrait que vous passiez dans 5 minutes, sauf qu'à Mexico, les distances sont très grandes, donc moi, je pourrais être là dans 2 heures à peu près. Alors, finalement,
J'ai réussi à rentrer dans une école. La personne de l'école m'a dit, ouais, j'accepte si on met des tics seulement. Si c'est comme le tic, là, c'est à la mode, on va installer un nouveau programme de tics. Je sais comme, c'est pas du tout la recherche que je veux faire, finalement. Alors, voilà. Parallèlement, j'ai fait la même chose dans les ONG. Parce que c'était vraiment, moi, j'attaquais les deux bords. J'étais le premier qui m'ouvre la porte, donc je vais embarquer dedans et aller chercher l'autre milieu. Alors, je rentre dans j'appelle les ONG. Là, c'est plus facile un peu les ONG parce qu'ils ont des courriels. Donc, vous envoyez des courriels et elles vous répondent, mais d'où vient le financement et combien vous payez? Alors, du coup, c'est toujours la même question. À chaque fois que j'allais voir les ONG, on me disait, genre, c'est quoi, qui finance le projet, combien on paye? Ce qui arrive, c'est que finalement, le centre culturel m'a répondu, m'a dit, ben, écoute, nous, on est exactement là-dedans. C'est ça qu'on fait. Donc, le gouvernement, c'est un gouvernement de gauche dans la ville de Mexico, a mis cette espèce de politique-là de créer des fabriques, dans le fond, pour répondre un peu à l'offre culturelle. Le problème, c'est que l'offre culturelle au Mexique, comme dans toutes les villes du monde, est concentrée dans les parties les plus riches. Et dans les parties les plus pauvres, où il devrait y avoir plus de culture, où il devrait y avoir de l'éducation, où il devrait y avoir finalement des choses pour les gens, il n'y a rien. Alors, ils ont créé ces fabriques-là qui proposent des ateliers extrêmement variés, que ça peut être de la danse, on disait tantôt du jardinage, ils proposent un paquet de choses de projection de films, ils proposent aussi d'apprendre à faire, par exemple, de la poterie. Et eux, ils m'ont ouvert les portes. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as besoin comme matériel? Et qu'est-ce qu'on devrait faire, non? Ils ont une radio communautaire. Donc, je suis allé les rencontrer. J'aurais proposé le projet pilote avec les idées guides, non? C'est les idées de départ. Donc, les idées guides étaient de travailler ensemble. On me dit, oui, il n'y a pas de problème, c'est super. Écoute, on va faire la diffusion, on va créer des affiches, on va aller par les réseaux sociaux, puis on va y arriver. Parallèlement, je commence à monter un groupe avec des personnes que j'ai rencontrées à l'université, avec des personnes de la Falotlaoc, on va l'appeler comme ça. Là, pardon, j'ai perdu un peu On reviendra tantôt dans le cadre théorique, là, parce que là, je suis dans la méthodologie. Donc, j'ai créé ce groupe-là. Et on était 4 personnes, plus les gens de la FARA qui s'occupaient de la diffusion. Donc, 2 pédagogues, un ingénieur, il y avait le chercheur, et cette équipe qui faisait la diffusion et tout. Donc, ces gens-là étaient ensemble. Donc, chacun regarde les idées guides, et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va monter cette communauté d'apprentissage-là, on va recevoir des jeunes, puis on va travailler ensemble pour trouver un problème environnemental. Ce qui arrive pour vrai, c'est que finalement, il n'y a pas de jeunes qui viennent, malgré la diffusion et tout. Donc, les 4 personnes qui étaient là le plus fréquent, on discutait un peu de la problématique environnementale de la région. Il y avait une personne qui venait de là, 2 autres personnes qui étaient spécialistes dans les questions pédagogiques, si on veut. Et on a commencé à discuter un peu des problèmes environnementaux et de former la communauté d'apprentissage entre nous. Donc, là, ici, vous voyez les 6 étapes de Dolbeck et Clément, qui sont le point de départ, la clarification, la planification de l'action, l'évaluation, le partage du savoir généré. Donc, ce que je vous ai dit tantôt de ce que je voulais faire initialement, c'était un peu ces 6 étapes-là qui sont ici, qui sont finalement, se sont transformées au fil de la rencontre, au fil des rencontres, avec 6 sujets de l'étude-là. Donc, pour créer cette communauté d'apprentissage-là au sein de la FARA Tláhuac. Maintenant, revenons au cadre théorique, dans le fond, on voit un peu les concepts, dans le fond, desquels on parle dans ce livre-là, dans ce mémoire-là. Donc, les concepts principaux, ce sont l'éducation relative à l'environnement, la communauté d'apprentissage et les approches pédagogiques privilégiées de dialogue de savoir, d'approche collaborative, d'approche critique et pratique, ainsi que la communauté éducative. D'une part, éducation relative à l'environnement, parce que c'est le domaine dans lequel se situe la recherche, mais c'est aussi, je voudrais dire, la première préoccupation de cette communauté d'apprentissage-là. Donc, communauté d'apprentissage pour savoir de quoi donc du concept, non? Et les stratégies pédagogiques qu'on a privilégiées, dans le fond, c'est le dialogue des savoirs. Premièrement, parce qu'au début, on pensait qu'on allait faire dialoguer l'éducation formelle et non formelle. Finalement, pendant le processus de création avec les sujets que je vous ai présentés, il y avait des gens qui venaient d'horizons disciplinaires complètement différents. Moi, je venais du Canada. Il y avait une personne qui était d'origine allemande. Donc, il y a eu un dialogue de savoir, mais aussi avec la FARA Tláhuac. Et c'était très difficile, dans le fond, de communiquer entre nous. Je vais revenir un peu plus loin. C'était très difficile de communiquer entre nous, d'où le dialogue de savoir dans mon cadre théorique. L'approche collaborative, parce que finalement, une communauté d'apprentissage, qu'est-ce que je dis, c'est un groupe de personnes finalement qui se réunissent pour construire des connaissances qui sont significativement pertinentes et contextuellement appropriées. Donc, c'est une approche collaborative. On chemine vers quelque chose, on doit y aller ensemble. Pour régler un problème environnemental, comme c'était l'idée guide,
On doit y aller ensemble, donc on doit collaborer pour régler ce problème-là. L'approche critique, parce qu'il s'agit dans le fond d'alimenter une réflexion critique à l'égard de l'environnement, des problèmes sociaux, des problèmes écologiques, de voir nos propres actions, mais aussi les politiques gouvernementales, comment on peut régler tout ça, non? Et pratique, vous l'avez compris, à cause de l'action, non? Donc, pardon si j'ai un peu mélangé l'ordre des choses, mais des fois je commence à parler et je m'en vais à gauche et à droite. Bref, ce qui est arrivé, c'est que nous avons construit cette stratégie pédagogique, cette communauté d'apprentissage au sein de la Fabricas de Artes y Oficios. Quelques caractéristiques importantes, à part celles que je vous avais mentionnées, c'est que cet endroit-là a un axe qui est destiné à l'éducation relative à l'environnement. L'axe se préoccupe surtout de problèmes, par exemple, de genre, d'insécurité et de violence. Le côté écologique, si on veut, c'est donc dans ce jardin urbain qui est didactique, ça s'appelle le jardin urbain didactique. Ça, c'est vraiment le côté écologique. Le reste, c'est surtout des problèmes sociaux. Donc, cette fabrique-là nous a offert, dans le fond, du matériel, un espace de diffusion, des espaces de rencontres et tout. Et elle se situe donc dans la délégation Tláhuac, mais aussi dans un grand boisé de cette délégation-là, qui a été construit après le tremblement de terre de 1985, pour ceux qui connaissent. Bon, tous les débris sont allés là, et ils ont construit un parc finalement artificiel. Et il y a 1 hectare qui est réservé à cette place-là. Donc, dans mon résultat, comme je vous montrais aussi dans la méthodologie, moi, ce que je fais, c'est que je suis les principaux participants, qui sont l'ingénieur, les 2 pédagogues et moi-même. Je prends en compte aussi les gens, les gens de l'affaire Tláhuac, mais c'est vraiment, je suis ces gens-là de manière très profonde pour voir comment, dans le fond, s'est développée cette espèce d'ambiance de groupe-là, puis cette espèce de construction de communauté d'apprentissage qu'il y a eu pendant mon séjour là-bas. Alors, je regarde un peu leur intérêt et motivation, finalement, pourquoi ils ont décidé de participer ici. J'ai remarqué que tout le monde avait un intérêt commun, c'est l'éducation relative à l'environnement, mais que chacun entendait une chose différente, donc par éducation relative à l'environnement, d'où la difficulté des fois de se mettre d'accord. Donc, par exemple, pour une personne, l'éducation relative à l'environnement, c'était vraiment de l'éducation extrêmement critique, extrêmement frérienne. Tandis que pour une autre personne, non, l'éducation à l'environnement, c'est de prendre un enfant, de lui mettre quelque chose autour des yeux, puis lui faire vivre des expériences sensorielles. Donc, chacun avait, je peux dire, une perspective environnementale, pédagogique ou éducative qui mettait plus de l'avant que les autres. Donc, à un moment donné, quand on voulait parler du même sujet, c'était vraiment très difficile de voir comment on pouvait faire dialoguer tout ça. Donc, il y avait des représentations de l'environnement, de l'éducation et de l'art qui étaient différents. Parfois, qui se recoupaient, il fallait trouver comment. Mais, donc, c'était un défi de travailler en équipe. Dans le chapitre des résultats, en fond, je présente un régime chronologique de la communauté d'apprentissage. Donc, il y a eu 7 rencontres qui se sont étalées du 22 mars au 3 mai de l'année passée, 2014. Ces 7 rencontres-là ont duré environ 1h30. Donc, moi, ici, j'ai divisé par rapport à mes résultats rapidement un peu en 3 étapes. Donc, un moment de convivialité où dans les 2 premières rencontres, en fond, on se présente, on se connaît. Et on essaye de discuter un peu de la problématique environnementale par rapport un peu aux idées guides que j'avais fournies. C'était des rencontres très intéressantes parce que c'était très passif dans le sens qu'on a ces idées guides-là. C'est plate, il n'y a pas d'enfants. Il y a des problèmes à l'extérieur, mais la semaine prochaine, c'est pas grave, il va y en avoir d'autres qui vont venir. Puis on va attendre la 3e rencontre, puis il va y avoir d'autres personnes. Donc les gens, ils refusaient, dans le fond, d'avancer sans les conditions, dans le fond, que je leur avais un peu présentées au départ. Les rencontres 3, 4 et 5, le chercheur a comme un peu, il s'est dit un peu genre bon, il faut qu'il agisse finalement. Et c'est là toute la difficulté de cette recherche-là, c'est quand est-ce que je dois agir, quand est-ce que je dois pas agir, parce que finalement, ce qui se crée dans cette communauté d'apprentissage-là ne doit pas venir d'un Canadien de Montréal, mais finalement venir des gens qui sont là. Alors, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est de prendre les conversations précédentes, les rencontres 1 et 2, d'analyser le discours. Et je voyais que c'était vraiment inégal, non? Les 2 plus jeunes, par exemple, étaient complètement atterrés par l'expérience du candidat le plus vieux. On parlait pas de la même chose, mais il y avait des éléments spécifiques qui revenaient. Alors, ce que je faisais, c'était de mettre en lien les événements et de se dire, bon, là, on a un problème. On cherche un problème environnemental depuis le début. Le problème, il est là. Il y a personne qui est intéressé, qui s'intéresse à notre projet. Est-ce que c'est à cause de la diffusion? Est-ce qu'on choisit des mauvais termes? Est-ce que c'est parce que finalement, il y a un axe d'éducation relative à l'environnement, mais les gens ne savent pas ce que c'est exactement de l'éducation relative à l'environnement?
Alors, on s'est mis, dans le fond, comme objectif de créer une journée d'éducation relative à l'environnement qui était destinée aux gens qui utilisaient ce centre communautaire-là pour présenter un peu, pour faire comme une espèce de schéma général, si on veut, de l'éducation relative à l'environnement à travers des activités pédagogiques et éducatives qui étaient destinées à la famille et aux enfants. Donc là, l'objectif, une fois qu'il s'est défini, une fois qu'on s'est dit, voilà notre objectif, donc travailler de concert pour réaliser cette journée-là, les échanges se sont équilibrés. Puis il y a eu, comment je peux dire, les échanges donc se sont équilibrés. Les thèmes se sont tous finalement axés vers cette définition-là. Et le travail en équipe a été beaucoup plus amusant, beaucoup plus productif. Et à partir de là, dans le fond, on a commencé à établir des actions pour arriver à cette dernière journée, donc la journée du 3 mai, dans laquelle on allait présenter, dans le fond, ces activités d'éducation relative à l'environnement. Dans les rencontres 6 et 7, la 6e rencontre a été une sorte de répétition. On a incorporé la pratique. C'est-à-dire qu'au lieu juste de parler au fond de notre bureau, dans un local perdu de la FARA, on est allé dehors et on a commencé à mettre en œuvre ces activités-là. Donc, il y a eu 4 activités qui ont été créées. La première, c'est un sensorama. Donc, on a repris un peu l'idée qu'avait apporté un des participants, donc de bander les yeux, de faire marcher la personne en dessous des arbres et de lui faire toucher des objets et tout, donc de travailler d'autres sens. Et ensuite, de discuter sur la problématique des arbres. Ensuite, on a fait une activité de dessin. En fond, on demandait aux enfants de nous faire une map environnementale, de nous dessiner, dans le fond, ce qu'ils comprenaient par environnement. Que nous, dans le fond, ça nous donnait, comme on disait, ça nous donnait du jus, dans le fond, pour savoir qu'est-ce qui n'avait pas marché dans les termes qu'on avait utilisés pour la diffusion. Donc, dans cette activité de dessin, les jeunes étaient tous réunis autour d'une grande banderole, puis ils dessinaient tous ensemble, un à côté de l'autre. Donc, ils jasaient avec eux, entre eux. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, comment je peux dire, la définition de l'environnement grossissait au fur et à mesure que les gens parlaient entre eux. C'est comme, moi, j'ai mis telle chose dans mon dessin, rajoute telle autre. Et bon, il y avait les 2 pédagogues qui étaient là pour guider un peu ce moment-là. On a aussi proposé des projections audiovisuelles. Donc, on a pris le matériel que je vous avais parlé au début qui avait été proposé à la délégation. Donc, c'est un matériel pédagogique avec plusieurs activités et plusieurs thèmes. Ces thèmes-là, on les a repris un peu. C'était des thèmes qui étaient propres un peu à la problématique environnementale de Tláhuac. Donc, on a pris ces thèmes-là et on a présenté, je pense que c'était le vidéo, je m'en souviens pas trop bien, je pense que c'était celui de l'eau du Boisé. Il y en avait eu un pour la représentation du 6, de la rencontre 6, et un autre dans le 7. Et il y avait une discussion ensuite de ça, puis on voyait comment, par des cas, comment on pouvait, dans le fond, nous-mêmes, utiliser l'eau à la maison pour pouvoir être en mesure, finalement, de la préserver, de la sauvegarder le plus possible. Bref, c'est des choses qui se discutent beaucoup au Mexique, parce que dans la ville de Mexico, la question de l'eau est très importante. Donc, nous, on a repris un peu ça, puis on a essayé de le verbaliser, si on veut, pour les jeunes enfants qui étaient là et leurs parents. Et en fait, on a fait une dernière activité qui était un peu de la récitation de poésie. Ça, c'était intéressant parce que un des problèmes qu'on a vu dans le dialogue de savoir, c'est que la problématique environnementale, l'environnement en tant que tel, la représentation qu'on s'en fait est différente de tout le monde. Et pour certaines personnes, c'était seulement des problèmes écologiques. Pour d'autres, c'est seulement des problèmes sociaux. Donc, nous, on voulait vraiment faire une activité, on allait faire dialoguer un peu le culturel et l'écologique pour montrer, dans le fond, que tout ça était interconnecté. J'ai établi cette activité-là. Et on a proposé, donc, cette activité-là. Donc, pendant ce moment de rencontre en communauté d'apprentissage, dans le fond, je les ai un peu mis à travailler ensemble. Le but, pour moi, c'est d'identifier un peu les conditions favorables, éducatives, pédagogiques et environnementales, dans le fond, pour ce genre de stratégie-là. Donc, j'ai pu voir, par exemple, dans les conditions éducatives, ça prend déjà des valeurs, non, pour pouvoir travailler de cette manière-là. Ça prend une certaine éthique aussi, une certaine éthique de l'altérité, comme dit Lev, pour être capable, finalement, d'accepter, peut-être pas de me faire remettre à ma place, non, mais d'accepter que ma définition n'est peut-être pas aussi complexe, aussi complète, et que celle de l'autre est capable, dans le fond, un peu de la faire grandir, non? Donc, par exemple, une des participantes me disait qu'il fallait une absence de compétition, de collaboration, il fallait de la collaboration, de l'inclusion, du respect. Dans les 3 participants que j'ai eus, j'en ai une qui se sentait un peu, comment je peux dire, écrasée et que ses idées avaient de la misère, dans le fond, à circuler. Pourtant, c'était une personne qui est qui connaît très bien le domaine de l'éducation relative à l'environnement, mais elle n'arrivait pas, dans le fond, à imposer un peu ses idées.
Et elle disait qu'une des conditions favorables, donc qu'on a besoin pour faire cette communauté d'apprentissage-là, et qui a réussi à être mise en œuvre dans cette communauté-là, c'était d'aller chercher, dans le fond, ces personnes-là qui ont de la misère à exprimer ces idées-là, et de trouver une façon pour les faire embarquer, participer au projet, puis les faire valoriser. Donc, c'est tout le rôle du chercheur, de l'instigateur du projet, d'aller chercher, dans le fond, comment je peux dire, d'aller chercher vraiment le talent de chacun. Parce que quand tu regardes un peu la théorie de communauté d'apprentissage, on dirait que ça vient finalement tout seul, mais il faut que quelqu'un, 2 ou 3 personnes, qui soient capables d'aller chercher, dans le fond, ces éléments-là pour que finalement, à un moment donné, il y ait comme, comment je peux dire, un dialogue commun, une sorte de force commune qui se crée pour aller cheminer vers le projet, dans le fond, que les gens se sont donnés. Et bref, c'est ça. Là, j'en suis rendu à peu près là, dans la recherche. Pardon, j'ai perdu un peu le fil parce que je suis parti à la méthodologie et tout, mais j'attends vos questions pour essayer de remettre ça en ordre. Merci. J'ai une question, je ne sais pas si ça a rapport. Est-ce que toi, tu as vécu là ou tu as juste fait ta recherche là-bas? J'y suis allé pour 1 an. Donc, j'étais pas exactement en Tlaouak, mais par exemple, j'étais à l'université, j'ai pris des cours là-bas. Et j'allais à Tlaouak presque à chaque 2 jours à peu près. Mais tu es originaire d'ici? Ah oui. C'est un très bon travail. Comment a été l'expérience? Tu as aimé ça? Mais c'est différent, hein, parce que par exemple, un des trucs que j'ai vécu en communauté d'apprentissage, c'était pas juste une question méthodologique, mais c'était une question aussi, je dirais, du corps, du personnel, de l'humain. C'est comment tu peux dire à quelqu'un, genre, OK, laisse parler les autres, non, quand la personne a une expérience tellement grande qu'elle t'écrase finalement. Et là, tu te poses des questions. Est-ce que c'est acceptable dans cette culture-là, dans cette société? L'écriture de email, de courriel est tellement différente, non? Ici, on va très, très vite au but. Au Mexique, là-bas, quand on s'écrivait, c'était long. Au début, il y avait 2, 3 phrases de « et la semaine, et toi, tu dois savoir que... » C'était comme ça. Il faut s'adapter vraiment parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu d'une personne, j'ai généralisé, non, c'est à force d'écrire des courriels ou de rentrer en contact avec des gens, j'ai vu que c'était comme ça qu'on le fait finalement institutionnellement. Donc, ouais, c'est... Puis pour aller un peu dans le sens... Toi, j'imagine que tu parles espagnol? Ouais. Oui. Alors, j'imagine... est-ce que, en tant que personne qui parle espagnol, est-ce que tu as des origines mexicaines? Non, je suis argentin. Ah, d'accord. Ouais. Oh là là. Mais de la région, quelqu'un qui a des connexions avec la région, qui parle espagnol, mais qui habite au Canada, qui arrive là. Parce que moi, j'ai eu une expérience un peu similaire, mais dans un contexte complètement différent. J'étais au Liban et en Jordanie pour faire mon étude de cas, mais j'habite ici. Alors, tu viens un peu auréolé de ton aura de personne qui habite au Canada, qui fait de la recherche là-bas. Donc ça, les gens trouvent ça super et en même temps, ça peut un peu les irriter aussi. Est-ce que tu crois que tu sais mieux que nous? Puis il faut un peu louvoyer entre les deux. Est-ce que toi, tu as senti ça? Bien sûr, c'était une préoccupation dès le début que j'ai eue. C'est vraiment, je ne peux pas imposer comment je peux dire? Non, je ne parle pas d'imposer, mais je dis comment tu as vécu ça. Est-ce que tu l'as ressenti et comment tu as fait pour... Ouais, c'est sûr que je l'ai ressenti, mais c'est ça, je l'ai moins senti sur le terrain qu'avant. Il y a comme eu un processus de... C'est vraiment quelque chose qui me tracassait dès le début de la recherche. Et comme finalement, comment ne pas arriver comme l'étranger et dire, genre, voici les problèmes. Alors, tu n'es pas vraiment... tu n'es pas à 100% étranger. Hein. Il y a une différence entre être complètement étranger et parler la langue et avoir certaines connexions. Je pense mais quand même, je parle la langue avec un accent francophone, finalement, je suis mais quand même... ils savent que tu comprends quelques réalités. Enfin, je crois qu'il y a un spectre dans la perception de l'étranger. Enfin, à mon humble avis, mais... Oui. Mais je sais que, par exemple, le Mexique est réputé, je ne sais pas si c'est un stéréotype ou quoi, est réputé pour bien accueillir les étrangers. Par contre, il y a eu des difficultés pour trouver juste les personnes qui allaient s'engager, parce qu'en même temps, les gens là-bas ne voulaient pas vraiment embarquer dans ce projet-là. Je te donne un exemple. En plus de cette rencontre-là, on se rencontrait des fois à l'extérieur. Par exemple, un des participants est un activiste très convaincu. Et donc, on faisait des rencontres pour essayer de bâtir des relations. On partait pour aller demander des signatures
je me souviens pas c'était comme on allait demander des signatures. Et la plupart des gens étaient comme non, mais pas mon nom. J'étais comme, ben oui, je sais pas mon nom. C'est la même chose quand je demandais par exemple des entrevues au centre de la Faire Ottawa, qui m'ont ouvert les portes, prends tout ce que tu veux du matériel, il va être prêt pour toi. Quand je demandais, genre, ça serait possible qu'on se rencontre en privé pour discuter cette partie-là de l'email n'était pas. On n'y répondait pas finalement. On passait à côté. Donc, c'est des manières de contourner ça. Et je demandais aux participants, je leur demandais, est-ce que vous pensez. Je ne me souviens pas c'était quoi la question. En tout cas, la réponse, je m'en souviens très bien. C'est peut-être que les gens, quand tu es arrivé là, ils ont eu l'impression que toi, tu allais leur voler leur job. Peut-être que tu n'as pas su, dans le fond, leur expliquer qu'est-ce que tu voulais faire. Et au bout de 2 ou 3 rencontres, ils ont commencé à comprendre finalement que tu étais juste un étudiant-chercheur. Et ils ont commencé à s'ouvrir un peu plus. Donc, ouais, il y a eu une préparation avant et sur le terrain en même temps. Ouais. Mais il y a aussi autre chose. Moi, je connais très, très mal cette région-là, mais il y a aussi tous les événements qui se sont passés l'année dernière avec la crise, les étudiants et tout ça. J'imagine qu'il y a aussi une peur de s'exprimer et d'avoir son nom quelque part. C'est des questions de démocratie. Ouais, mais les étudiants, c'est pas encore arrivé, par exemple. Ouais. Ce qui est arrivé, c'était les enseignants, par exemple, qui étaient en grève en ce moment-là. Mais je veux dire, cette ambiance, elle est déjà là, non? Ouais, l'ambiance est lourde. Elle est lourde dans le niveau, dans le monde de l'éducation au Mexique, l'ambiance est lourde. Les gens veulent pas embarquer, surtout dans le milieu formel. Le niveau non formel, ils sont là, dans le fond, dans des visites de transformation, finalement. La Faire Ottawa qui est là, dans le fond, pour faire de l'éducation populaire, finalement, de l'éducation populaire. Alors, ils n'ont pas trop ce problème-là. Pourtant, un des participants me disait qu'il ne faut pas oublier que derrière la Faire Ottawa, il y a le secrétariat de la culture de la ville de Mexico, au loin. Il y a un spectre aussi institutionnel, donc sûrement, ouais, qu'il y a des choses... et c'est dur d'avoir des réponses. Moi, ce qu'on me disait surtout, c'est comme cette rencontre, c'est pas assez long pour faire un impact environnemental. Donc, une des différences entre la première version, le premier jet de recherche, c'est que moi, je visais un impact environnemental. Mais ils m'ont dit, non, mais c'est l'impact personnel, vraiment un impact individuel que tu as frappé. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont participé à la communauté d'apprentissage ont été formées pour reprendre cette stratégie-là ailleurs. Fait que, je ne sais pas si c'était à cause de ma vision. Oui, peut-être la dernière chose que tu viens de dire, ça va permettre de faire les liens avec ma préoccupation. Tu manifestais au départ ton intérêt pour ces stratégies des communautés d'apprentissage. En fait, c'est le départ de ta recherche, ta curiosité par ces stratégies et ton intérêt de la voir se déployer. Et ça t'intéressait d'explorer les enjeux, les défis, les mises en œuvre. Et je crois qu'un des aspects qui émerge, je ne sais pas à quel point tu t'es penché dans la réflexion, mais peut-être que tu as rendu là, c'est sur l'émergence des communautés d'apprentissage. Je crois que la façon dont tu nous présentes la recherche aussi, ça nous pose des questions sur l'émergence. Et puis l'émergence dans le sens d'où est née l'idée de se mettre ensemble pour travailler ensemble autour d'objectifs communs, pour mettre à contribution les apports, les talents, les compétences de chacun, des uns et des autres. Et ici, on voit une expérimentation, pratiquement, et un peu artificielle, dans le sens que tu viens d'ailleurs, dans complètement autre contexte. Tu dis, mon intérêt, c'est pouvoir explorer les enjeux, défis de la formation d'une communauté d'apprentissage. Et moi, je voudrais t'entendre sur cet enjeu, justement, de cette façon d'aborder et de la signification qu'il peut avoir une telle communauté d'apprentissage. Je crois qu'à la fin, tout à la fin, tu viens toujours de dire quelques mots qui, moi, ça m'ouvre une fenêtre sur la pertinence. C'est-à-dire l'idée de créer un groupe de travail, d'inviter des personnes à créer un groupe de travail qui est axé entre guillemets, je ne suis pas complètement sûre, mais dont l'intérêt central serait les questions environnementales, quoique je n'ai pas entendu parler des contextes problématiques spécifiques environnementales et comment ça se vit, quel lien, quel enracinement il y a dans la réalité concrète des personnes qui œuvrent dans cette communauté d'apprentissage. Mais je voyais à la fin, dans ce que tu venais de dire, comme une perspective de faire une démonstration de la stratégie dans la perspective de multiplication de l'expérience dans divers milieux par la suite, en reprenant les apprentissages de ce que vous avez vécu. Et les limites, j'aimerais aussi entendre un mot, parce que tu en as parlé de cette rencontre. Et
je crois que tu avais un souci très clair de suivre une sorte de canevas de recherche assez spécifique. Mais en tout cas, pour avoir discuté avec toi, je sais qu'il y a eu une multiplicité de discussions, de rencontres informelles. Il y a eu toutes sortes de conjonctures où tu as pu socialiser, tu as pu échanger avec ces gens qui ont permis justement de créer une dynamique collective, qui ont permis de créer une certaine complicité. Donc, à la lecture, au froid, cette rencontre, ça y est, une communauté d'apprentissage est formée. Et disons que ça crée un problème de sens par rapport à ce que c'est une communauté d'apprentissage. Est-ce qu'il y a cette rencontre très formelle, très balisée, et il est possible de bâtir une réelle dynamique des communautés d'apprentissage pour cheminer ensemble, apprendre à se connaître, s'explorer, puis décider d'agir ensemble. Ouais. Voilà. Moi, ce que les participants m'ont surtout dit, c'est que dans le fond, ces 7 rencontres-là ont été suffisantes comme une première étape de formation d'une communauté d'apprentissage. Donc, c'était vraiment une première étape, tant pour, je ne sais pas si on peut dire, mais de former sur le plan relationnel et personnel, voir c'est quoi les enjeux, les défis qu'il faudrait, dans le fond, surmonter pour réussir à ça. Et c'est que vers la fin, dans le fond, dans les 6-7 dernières rencontres, c'est là qu'eux, ils ont dit, ça y est, on a comme moi je peux dire un drapeau commun, finalement. On s'est créé, finalement, un groupe, une identité de groupe qui a été construite par eux, ça venait d'eux. Et donc, vers la fin, on peut dire, genre, OK, maintenant, à partir de là, on pourrait dire on en est une, puis il faut continuer pour répéter. C'était les 2 dernières rencontres, ils disaient, c'est là qu'il faut les répéter 2, 3, 2, 4 fois. Je sais pas, 2, 3, 2, 4 mois, pardon. Il faudrait les répéter chaque fin de semaine dans la Faro Cloud, il faudrait les refaire ces activités-là. Et l'impact, là, serait plus personnel, mais on irait peut-être chercher les gens de cette communauté-là. Parce que c'est un endroit où il y a plusieurs personnes qui vont juste... la plupart des gens vont pour s'inscrire à des activités. Donc nous, peut-être, le problème, c'est qu'on n'était pas timé, donc on n'a pas proposé cette activité-là à la période d'inscription. Mais aussi, il y a des gens qui vont juste pour vivre une activité, par exemple un concert à rock ou regarder une diffusion. Ils ne sont pas là, dans le fond, avec une idée spécifique. Et selon la responsable de ce centre-là, il aurait fallu aller les chercher eux. Donc c'était ça notre but dans les 6e, 7e rencontres. Et pour les participants, c'est comme il faut les recommencer, ces rencontres-là. Ça aurait été ça pour eux, l'idéal, c'est de les recommencer jusqu'à temps qu'il y ait des jeunes qui s'intègrent, les faire embarquer dans la définition de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Puis finalement, on s'en va vers ça. Mais c'était vraiment, eux, ils l'ont vu vraiment comme une première étape. Donc ils sont comme à partir de la 4e, 5e, 6e rencontre, j'ai commencé à rencontrer qu'on était devenus plus que des comme chercheurs, associés chercheurs, je ne sais pas. On est devenus un peu plus grands. Par exemple, on s'était rencontrés à l'extérieur, on se rencontrait un peu à l'avance des rencontres, et c'est là que genre la relation s'était créée. Puis pour eux, c'était vraiment important. Pour moi, je n'avais pas trouvé ça très important au début, c'était bizarre. Je trouvais que c'était plus comme une formation théorique, si on veut. Puis finalement, le côté émotionnel, relationnel est ressorti chez tout le monde. C'est comme non, c'est ça qu'il faut faire. Je peux te demander, en fait, si tu as une suite, à savoir, est-ce que ce groupe existe encore? Est-ce que tu en as des nouvelles? Est-ce qu'ils ont des projets? Est-ce que ce qu'ils ont construit leur suffit pour alimenter une praxis et puis, plutôt que de changer de sujet, de construire une nouvelle clientèle, même si je sais qu'ils sont pas bien. Tu vois? C'est ça que je me pose. Et puis l'autre côté, c'est d'avoir vécu au Mexique, j'ai des souvenirs assez précis de l'environnement vécu au Mexique comme une business. C'est-à-dire il y a des gens qui vivent de ça. Et c'est une business où ils vont vendre leur expertise, et où ils vont vendre leur recherche, où ils vont vendre leur laboratoire, pour dire non, déchets biomédicaux, gestion des... C'est une business. Donc, est-ce que... Moi, je suis étonnée, si tu veux, parce que quelque part, ça affronte l'industrie de l'écologie mexicaine. Tu vois. Et je me dis, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, et c'est un peu comme ça que j'ai vécu au Mexique, il y a des gens qui sont spécialistes, tu ne touches pas. C'est un peu comme en Europe, là, tu sais. Comme je le connais, c'est-à-dire, un ingénieur, c'est un ingénieur, puis si tu as un truc, c'est lui qui va le gérer, mais en autoconstruction, tu n'as pas le droit de... C'est pas toi le connaissant. Okay. En santé, c'est pas toi qui es le connaissant. Tu sais, tout est bien cloisonné, tout est en ordre professionnel. Puis c'est ce que je me souviens du Mexique, là. Puis dans la business écologie, ben il y a des gens qui sont spécialistes. Toi, tu arrives, excuse-moi, là, mais
Et C'est notre job. c'est ça, tu vois. Ouais, ben, pour la première partie de question, le groupe, j'ai continué à parler avec eux un peu sur Internet. On essaie de trouver une façon. Selon eux, ce qui serait bien, ce serait de continuer par. Ça sent pas là. Les technologies de l'information, voilà. Parti. De continuer, voilà, par l'éthique et donc de continuer. Mais ce serait finalement que des discussions, que des. On n'a plus le contact avec le terrain, ça devient déconnecté. Donc, certains m'ont dit, c'est utile pour moi parce que ça, je veux le faire maintenant en classe avec mes jeunes. Donc, sur ça, je peux dire, OK, il y a quelque chose d'impact, mais sur le plan personnel pour lui. Donc, sinon, c'est ça. Donc, c'est tout l'enjeu maintenant, c'est comment on fait pour poursuivre. Puis là, on est en train d'en parler. Et en même temps, je ne veux pas trop embarquer encore là-dedans parce que vu que je suis toujours dans la recherche, je ne sais pas jusqu'à quel point, si maintenant, je suis en train de biaiser moi-même ou je sais pas. Et pour l'autre partie, ouais, j'avais senti que c'était comme ça au Mexique. Mais je ne sais pas à quel point ma recherche est venue perturber, oui, parce que finalement, c'était pas vraiment avec des ONG, mais c'était vraiment dans un centre culturel qui sert, par exemple, là-bas au Mexique, l'éducation, par exemple, l'UNAM est gratuite, et l'université. Et les gens, à la fin de leur université, doivent faire un service social. Donc, cet endroit-là accueille les gens qui font les services sociaux, et ils vont leur donner cette plateforme-là, cet espace-là, pour bâtir des projets dans n'importe quel domaine. Et il y a des projets dans tout. Alors, je ne sais pas si ça rentre comme en compétition avec des business de cette région-là. Surtout qu'à Tláhuac, il n'y a pas beaucoup de ONG. Je suis sûr que si on rentre plus dans la ville de Mexico, je me mets par exemple dans les délégations au centre, puis je dis je veux faire quelque chose d'environnemental, écologique ou d'environnemental, ici, peut-être que je vais avoir des problèmes. Mais pas. Moi, merci, c'était de nous partager ton enthousiasme. C'était vraiment intéressant et j'aurais aimé t'entendre davantage sur le thème de la relevance sociale que tu as évoqué, l'ERE comme thème de relevance sociale et justement par rapport à ton projet, dans quelle mesure la communauté d'apprentissage que tu as accompagné, créé, fait, émergé avec toi, porte cette relevance sociale. Peut-être la fille de relevance. C'est ça. Pertinence, rélévancia, y a-t-il une équivoque? Est-ce que c'est un concept, etc.? Non, en fait, c'est comme un cours qui est c'était au niveau secondaire. C'est comme un cours qui est un peu libre. Donc, par exemple, je pense pas que c'est une délégation, mais c'est plutôt, dans ce cas-ci, le DF de la ville de Mexico. Elle a le contrôle de son éducation. Bon, il y a une partie qui est imposée par le fédéral, mais il y a une partie de relevance sociale. C'est un cours, dans le fond, de problématiques, dans le fond, qui affectent la communauté. Donc, pour la ville de Mexico, de ce qu'un des participants disait, là, c'est en construction, mais c'est sur la ville. Alors, il parle de problématiques de la ville. Alors, par exemple, l'éducation relative à l'environnement, ce cours-là qui est destiné, je pense que c'est juste une année au secondaire, donc ils vont faire une fois à chaque semaine et demie, mettons. Ils vont parler, je sais pas, la gestion des déchets, des trucs vraiment de la ville, voilà. Tandis que dans une autre, pas pour un État, dans un autre État, là, ils auraient un thème qui a plus rapport peut-être avec leur communauté. Moi, j'ai pas regardé celle des autres communautés, mais c'est très libre. Alors, il faudrait vraiment comme regarder école par école. Moi, je savais parce qu'une des pédagogues me disait, mon frère est à l'école, et lui, il voit l'éducation relative à l'environnement. Dans ce cours-là, ils font ça. Ou, par exemple, avec les étudiants, bon, moi, je suis prof d'anglais, donc avec les étudiants à qui je donne des cours d'anglais, je leur ai demandé, parce que, bon, le participant a une préoccupation en éducation à l'environnement, qu'est-ce que vous faites dans ces cours-là? C'est comme, bon, nous, écoute, on regarde quel problème on compare, par exemple, la délégation la plus riche, ces trucs-là, avec la plus pauvre. Puis on dit, puis on donne des caractéristiques sur comment est les gens qui fréquentent les centres commerciaux de cette région-là, non? Puis il y a des stéréotypes forts qui ressortent, c'est intéressant. Puis, c'est ça, c'est vraiment un thème de. Ça serait vraiment pertinent, social, je pense, le terme. Mais c'est pas un concept qui est dans la recherche, c'est vraiment juste que l'air se trouve dans ce monde cours-là, finalement. C'est un peu connecté à ta question, je pense, mais peut-être pas, mais je crois que oui. Mais en fait, au début, tu nous disais qu'il y avait des problèmes environnementaux qui touchaient cette région à laquelle tu t'es intéressée. Donc, des problèmes environnementaux spécifiques et très probablement des inégalités environnementales qui vont toucher
à la santé des communautés, à la subsistance des communautés, à leur droit à accéder à un environnement sain, à une eau de qualité. Est-ce que tu peux peut-être dans la suite, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu pourrais t'intéresser en fait, je veux parler de tout ce qui est justice environnementale ou écologisme populaire selon l'auteur, de justement baser ta recherche sur le contexte et voir, parce qu'il doit y avoir des inégalités environnementales, et orienter le travail que tu fais dans cette communauté d'apprentissage vers des problématiques qui touchent les communautés au quotidien, qui sont essentielles en fait. Donc, oui. Ça, c'était vraiment est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté sur le terrain, dont les gens t'ont parlé dans la communauté d'apprentissage? Est-ce qu'il y avait des conflits qui touchaient à l'environnement? Ce que j'ai vu surtout, c'est qu'en ce moment, c'est pas facile de faire ces actions-là avec tous les problèmes de narcotrafiquants et tout. Dans une région comme Tlaouak, où tu as justement une grande partie du territoire qui est conservé, il y a des zones qui sont dangereuses où aller, où justement, maintenant, il faudrait se mettre et tout. Alors, il n'y a personne entre nous là, qui osait faire ce genre de pas-là. Il y en avait peut-être juste un, mais on était comme, on ne veut pas y aller. Donc, ça limite un peu. C'est vraiment, ça fait, pour tous les participants, ça fait comme, pas peur, mais c'est comme, on ne peut pas aller dans ce genre-là. Alors, nous, c'était vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, finalement? Parce que le but, c'était pas de leur dire, ah, vous avez des ressources à l'infini. C'est juste de... C'est ça, donc au début, oui, je voulais toucher quelque chose de plus grand. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu pouvais soulever avec eux, même si on peut rien faire sur le terrain parce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas des choses qu'il faut adresser dans une recherche en éducation? Moi, ce qu'on adressait finalement, c'était comment je peux dire, faire converger les efforts des différents acteurs en éducation relative à l'environnement. Et ça a été vraiment la préoccupation de la communauté d'apprentissage. Comment les faire pour aller toucher le monde scolaire? Peut-être aller accrocher des musées, des trucs comme ça, et donc ensuite faire un effort. Donc une communauté d'apprentissage qui serait d'éducation formelle, non formelle, c'était ça vraiment le but de cette communauté-là. Donc après, une fois que cet effort-là serait déployé, là on pourrait aller vers résoudre des problèmes, mais on aurait, c'est genre, je sais pas, des organisations derrière nous, 4 personnes, plus un centre culturel comme ça, c'est dur d'aller régler un problème environnemental. Là, ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on s'est posé comme question, ce qui restera à faire, c'est finalement, qu'est-ce que l'éducation en relation à l'environnement dans les écoles de cette région-là? C'est quoi les termes qu'ils utilisent? Comment ils voient ça? Parce qu'il y a eu de la diffusion par radio, il y a eu des affiches qui ont été posées, il y a eu des invitations. Donc, comment les faire pour aller chercher ce monde-là? Puis comment créer des projets, dans le fond, qui soient possibles à faire pour les gens de l'école? Genre, moi, c'est vraiment, je m'intéresse au monde scolaire, parce que je ne veux pas aller plus loin non plus. Donc, c'est peut-être... D'accord. C'est comme c'est une recherche-action. Ouais. Je sais pas si... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements locaux. Je sais que c'était une recherche-action dans le cadre de la mémoire, mais des mouvements locaux qui n'utilisent pas forcément le langage d'éducation, d'environnement ou d'écologie, mais qui touchent à ces thématiques-là sans utiliser ces mots-là. C'est tout ce que je voulais attirer ton attention sur ça, mais... Peut-être. Alors, ça va? J'ai une dernière question. Oui. Le fait d'avoir des racines argentines ne t'a-t-il pas créé des obstacles? Non, mais là, je sortais le côté canadien. Ah, d'accord. Qui me créait d'autres obstacles. Oh, oui. Mais surtout francophone, envoyez-nous. Non, Canadien. Bon, alors, est-ce que ça va, Isabelle? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à rajouter? Bien, merci, Yvan. En tout cas, j'ai hâte de lire ces mémoires. Il a été longtemps loin, donc notre contact était moins fréquent. Mais voilà, donc c'est une recherche qui nous invite aussi à se poser des questions sur le rôle, la responsabilité de la recherche et des chercheurs et son lien avec les réalités, les préoccupations sociales et environnementales. Ici, bon, je crois qu'il y a une expérience particulière d'un chercheur en fait, qui arrive avec une intention d'expérimenter une stratégie pédagogique. Et donc, l'action, à quelque part, c'était essentiellement celle-là. C'est-à-dire mettre en place une structure pour faire cette démonstration de cette perspective de travail collectif, de travail social, de travail d'apprentissage, de co-apprentissage
et sur des réalités qui étaient distinctes peut-être pour chacun des membres, mais l'idée c'était que chacun puisse par la suite rayonner en fait à partir de cette vécu, de cette expérience, toute en fait expérimentale, je dirais, comme une expérience pilote. En fait, mais c'est sûr qu'il y a des préoccupations par rapport au lien de cette expérience, par rapport à la réalité même, aux problématiques au quotidien qui a été évoquée, la quotidiennité des personnes. En fait. Mais, enfin, je pense qu'on va lire ton mémoire pour comprendre davantage la démarche qui a été menée et le sens en fait, qui a été donné à cette communauté d'apprentissage.